Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouvel épisode de Elles écrivent. Nous avons aujourd'hui avec nous une nouvelle écrivaine qui est Ozwa Siri. À travers notre vidéo, vous allez découvrir son parcours, ses influences amoureuses, ses différentes œuvres et vous allez apprendre tout ce que vous voulez savoir sur elle. Merci de nous suivre et surtout passez un excellent moment. Donc bonjour Ozwa, comment tu vas? Ça va et toi? Ça va. Enfin, bienvenue en tout cas à notre émission du jour. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci beaucoup. Ça m'a plaisir de faire Merci pour tes livres et autres. Bon, j'aimerais un peu apprendre sur toi, sur ton parcours scolaire et puis comment est-ce que tu arrives au livre. Alors, j'ai un parcours scolaire très classique. J'ai fait des classes littéraires quand j'étais petite et j'ai poursuivi en droit à l'université. Donc, j'ai une licence en droit privé et un master en droit des affaires du management. D'accord. Quand tu as dit l'université, c'est l'université de Non, le site universitaire d'Abidjan. L'université de l'université d'Abidjan, en fait. Pourquoi je me posais cette question par rapport à des nouvelles, en fait. C'est par rapport à c'est par rapport à le but des nouvelles, là. En tout cas, merci d'être venu. Merci à toi. Merci pour partager petit moment ensemble. Comme je l'ai dit, on va déjà échanger sur ton parcours scolaire et pas professionnel. Professionnel. D'accord. Professionnel, les hommes perdus. Ouais, c'est que je suis jeune cadre dynamique. D'accord. Beaucoup plateau. Voilà. Dossier de récréation publique. D'accord. Et comment est-ce que tu arrives au livre? Les livres, on va dire que les livres sont plutôt venus à moi. Moi, j'étais petite, j'étais une enfant très timide. Je restais soit partout regarder la télé, soit je m'enfermais dans mes livres, les bandes dessinées, les Picsou, les contes du père, voilà pourquoi, ce genre de petites histoires qu'on lit quand on est petit. Et du coup, j'ai très tôt compris que c'était que lire au fond. D'accord. J'ai compris que lire allait me permettre de me découvrir moi, les écrire les sources. D'accord. Je me suis un peu enfermée dans les livres quand j'étais petite. Et à force de lire, un jour je me suis dit, mais moi aussi je peux écrire. L'auteur peut-être il a parlé de tel sujet, mais moi je peux parler d'un autre sujet. Je peux même parler de lui autre sujet, mais d'une autre façon. Donc on va dire que c'est lui qui m'a poussé vers là-dessus. D'accord. J'ai pu voir qu'il y a quand même quelques trucs que tu as écrits. Est-ce que ces prix-là ont influencé ta façon d'écrire? Pardon. Je ne peux pas dire que ça a changé quelque chose de ma façon d'écrire, mais je peux juste dire que ça m'a donné confiance en moi. Dans le sens où ce que j'écrivais avait du poids. La petite anecdote, le premier prix, c'était vraiment un éducateur de mon ancien c'est ma qui m'avait vu dans la cour de l'école avec mes copines et qui nous a dit que une des maisons d'édition lançait un concours. Et puis, il voulait qu'on participe parce que le prix, c'était un voyage sur la lune. Bon, après, on savait que c'était un peu tiré par les cheveux. Petit truc qui nous a dit, on sait jamais. Puis, pour le début, le thème, c'était l'excision. Il y avait des thèmes par classe. Et la troisième, c'était l'excision. Et au début, je voulais faire ça avec mes copines. Mais j'ai senti que la façon dont elles voulaient qu'on nomait le thème allait trop vieux. Donc, j'ai essayé quand même de leur dire non, t'es marrant. Ils vont pas écouter. It's okay. On essaie de, mais moi, je veux pas que petit coup pince. Donc, chacun a calé de son côté. Et donc, comme moi, j'ai écrit la nouvelle de Poutou, et je suis partie avec ça. On avait des résultats au palais des sports de 13 juillet. Par classe, c'est-à-dire commencer terminale, première, seconde, etc. Et quand ils arrivent sur la seconde, je sais pas, quelque chose me dit, ma chérie, après toi, sinon t'as préparé. Sachant que moi, partout, je viens, j'aime me déchausser. Donc, j'étais déchaussée. Et arrivé au moment donné, en seconde, ils sont sur la bienvenue. En seconde, moi, je commence à porter mes chaussures. Mais tu m'as dit, je m'appelle Simon Marie. Je sais pas qu'est-ce qui m'appelle. J'étais même sûre de mon tout. Que si j'avais pas gagné, c'était compliqué. Et puis, ils ont commencé la troisième, la deuxième, la première, on va essayer tout. Les jurys, ils étaient contents. Donc, c'est pour dire que les prix m'ont conforté dans le sens que ce que j'écris a quand même du poids. On va parler maintenant de l'œuvre Il était une voix. Est-ce que Il était une voix, ça me fait penser à Il était une voix. Est-ce que c'est une référence au conte africain? Exactement, ça vaut surtout le jeu de mots parce que quand je vais en librairie, j'aime m'attarder sur les titres. Si le titre me captive pas, je ne prends pas le. Déjà, quand tu vois, il y a beaucoup de questions à chaque fois qu'on me pose. Est-ce que tu fais référence au conte de princesse? Est-ce que tu fais référence au conte africain? Est-ce que qu'est-ce que tu voulais dire? C'était ça l'idée, ce conte. Vraiment, je cherchais à attirer l'attention du lecteur et parler des voix, genre, là, c'est parler des voix avec les contes de Disney, etc. Et aussi, je veux dire que quand même, il y a une petite voix, du nom de Zazie
qui vous parlent d'écrire là. Juste ça. D'accord, je vois. Et l'œuvre est sur, comme ici, je vois 2022. C'est 2022. Ok. Quand tu reçois le prix, on va dire le prix, l'exemple, comment est-ce que tu te sens? J'ai très excité, hein. Faut savoir que quand on est petit, chacun a son rêve. Donc, moi, mon rêve, c'est d'avoir un nom, c'est une défaite. C'est-à-dire que je suis né. Mon nom, c'est le en fait. Et puis, quand j'ai reçu le premier diplôme, j'étais tellement content, j'étais ému. Et, ça m'a fait plaisir, en tout cas. D'accord, d'accord. On va rentrer dans les différentes nouvelles. Okay. Ce que j'ai remarqué en le lisant, je sais pas si c'est une construction consciente en fait que tu as fait, c'est que au début en fait on a parti sur des problèmes individuels. Et au fil de la lecture, on se rend compte que le problème commence à toucher un peu tout le monde et tout le monde jusqu'à ce qu'à la fin on sorte avec le grand-père et puis ses petits-enfants et tout. Est-ce que c'est une construction consciente dans le sens où tu as décidé de mettre en avant des luttes individuelles après aller à ces luttes communales ou en fait sur une ouverture? Alors oui, c'était un bon fait, finalement. Parce qu'on le veuille ou non, on vit tous en société. On peut ne pas avoir les mêmes problèmes. On est tous concernés par les problèmes de la société. Donc c'est comme un jour, tu vas voir que moi, j'ai été victime de vol. Le voisin aussi a été victime de vol. La voisine a été victime de vol. Qu'on va commencer à se mettre tous ensemble dans le quartier en faisant attention pour perdre la cible de nous. C'est pour ça que j'ai commencé par individualiser les problèmes pour rappeler après que chaque problème peut nous toucher nous tous sur la société. C'était en 2022 que tu écrivais le livre. Aujourd'hui, on est en 2026. On a eu 4 ans. 4 ans après la sortie du livre. Est-ce que tu penses que les personnages est-ce que tu penses qu'il y a un personnage qui pourrait dire aujourd'hui que le problème qu'il a touché que tu as rencontré en 2022, aujourd'hui, ce problème-là, il est réglé? Ok. Parce que je pense qu'on entend toujours les mêmes choses, on voit toujours les mêmes choses. C'est comme si on fait que répéter les mêmes problèmes dans le temps. Je pense qu'il y a une génération où on va plus, il y aura peut-être plus de problèmes, mais pour l'instant, on n'est pas sorti de nouvelles choses. Et il y a des nouvelles, une vie brisée, c'est ça. Dans cette nouvelle-là, généralement, ce sont les hommes qui vont cacher leur stérilité et qui vont demander à leur femme de cacher leur stérilité. Pour les personnes qui vont lire, les personnes à comprendre. Mais ici, en fait, c'est Rarata, quoi. C'est Rarata qui décide, en fait, de porter le poids, en fait, de la stérilité de son ami. Pourquoi est-ce que tu as décidé de faire porter ce poids-là à Rarata? Parce que généralement, quand on est en Afrique, les gens conjuguent beaucoup la stérilité au féminisme. Je voulais un peu relever ce point-là. Je me dis que quand le mieux, non, c'est toujours sur toi, ça va rester. Si vous n'êtes pas déconstruit, en tout cas dans votre famille, il y aura toujours ce poids mental sur ta tête. Aujourd'hui, tu viens ici avec ta famille, comme comment papa voit le jour, automatiquement, on te dit, ah, mais ta femme, c'est pas pour créer. Alors que t'as même pas encore dit que c'est pas lui. C'est pour vraiment toucher ce point-là. Arrêtez de Maintenant, il y a une autre nouvelle que j'ai vue un peu plus loin qui était sur la guerre. Est-ce que tu as été dans une zone assiégée lors de la crise? Oui. Déjà, nous avons conçu une place de guerre. En 2002, on était à Boaké avec ma maman, carrément installé à Boaké. Et c'est vraiment en 2002 qu'ils ont dit, moi j'étais là, mais j'avais 2 ans. Donc, je n'ai pas vécu la longue marche, on m'a expliqué tout, mais avec leurs différents récits, j'ai essayé de mettre ça quand même par écrit, pour sensibiliser, parce que mine de rien, c'est toujours la population qui va se trouver en guerre. Donc 2002, j'avais 2 ans. Mais 2010, là j'avais 10 ans, j'étais un peu consciente. Et oui, dans notre zone, on était vers les camps d'Agouedou. Enfin, donc c'était assez chaud aussi là. Je sais que j'ai tenu quand même en parle. J'aurais une autre question par rapport à cette nouvelle-là. Mais est-ce que tes écrits ont été influencés par des écrivains de l'extérieur ou bien même ivoiriens? Ouais, ivoirien, je dirais beaucoup de films à la originale. Parce que c'est vraiment une des premières que j'ai commencé à lire quand j'étais ado. Et je trouvais ces écrits d'un tel naturel. C'est-à-dire, elle te parle des sujets qu'on vit tous les jours. Avec une simplicité. Je dis, mais attends, j'avais des problèmes. Par exemple, quand tu me prends, elle a eu un cas, le défi au sorcier.
Je pense que c'est la première œuvre que j'ai lue qui parle de ce problème de construction de maisons en dur. Et ça m'a tellement intéressé. Je me suis dit, mais c'est ce que je veux faire, en fait. C'est vraiment comme ça que je veux écrire le plus simplement possible pour que toutes les générations puissent comprendre, pour que tous les problèmes puissent nous intéresser ou nous toucher aussi. C'est pour ça que je la lis beaucoup et je m'inspire beaucoup de ça. Ça, c'est naturel. J'essaie en tout cas. D'accord, d'accord. La question que je vais poser par rapport à la mienne, c'est la mienne. Non, Voilà, c'était sur laquelle. Il y a un truc qui m'a un peu frappé, c'est lorsque elle vient d'une zone en fait qui est acidifiée et elle se rend dans une autre ville. Et là, quand elle arrive, elle se rend compte qu'il y a eux en fait dans la ville où elle a arrivé, en fait, ils sont carrément c'est comme s'ils ne vivent pas la même chose, c'est le même pays. Pourquoi est-ce qu'il était important pour nous montrer cette dualité entre une zone où, dans le même pays, il y a une zone où eux, ils étaient vraiment souffrants, ils avaient les armes, etc., ils avaient la peur, comment est-ce que je sauve mes enfants, et ils arrivent dans un autre endroit et ils se rendent compte que eux, c'était important parce que c'est quelque chose que j'ai vécu en 2010, 2011, la crise sociopolitique. À un moment donné, on est parti avec ma famille à Divo, puisque mon papa y travaillait. Et par un groupe de circonstances, il y avait des rebelles qui venaient assiéger la ville. Du coup, on a dû partir malgré qu'il était arrivé au milieu de la nuit, mais on conduisait la roue au ventre et toi. Apparemment, ils avaient des crédits pour fuir, on savait pas où on était. On cherchait juste à fuir, en fait. Et quand on est arrivé à Dijon, je dis la vie. Ça m'a gelé. On a passé, comment on appelle ça? Je crois que c'est Jesco. On a passé Jesco. Les maquis, la vie, les gens dansent. Les gens, mais attends. Nous, c'est quoi on vivait là-bas? Qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Et ma maman m'a expliqué que c'était la même chose quand ils ont fui Boaké pour arriver à Dijon. Qu'est-ce qu'ils ont dit aux filles? On avait rien, en fait. Et même une fois qu'on était à Dijon, c'est vrai que nous, par exemple, je dis à Kouido, c'était chaud. Mais ceux qui étaient à moi sont plus pire que nous. Ça veut dire qu'il y a toujours des autres qui sont plus impactés que les autres. C'est important quand même de souligner que c'est pas parce que chez toi, il n'y a pas eu de victime, il n'y a pas eu de trucs un peu dangereux. Ça veut dire que la guerre se joue au final. Ils se disent quand on parle de guerre, ils savent pas ce que c'est que le réel impact. En fait, quand on parle de guerre, ils se disent, oh, ça va passer rien, c'est rien, c'est des petits trucs et tout. Mais vraiment, il fallait que je notifie ça. Ouais, parce que voilà. Ça marche. Est-ce que tu as un rituel avant d'écrire ou bien ça devient comme ça? C'est une question que je redoutais parce que quand je dis que pas de rituel, je pense que je n'en ai vraiment pas. Je n'en ai vraiment pas. Et même pour corroborer cette ascension, je me rappelle quand j'étais au lycée, j'avais beaucoup d'imagination. J'arrivais pas à contrôler mon flux d'inspiration. C'est juste j'entendais un mot, ça me donnait envie d'écrire une histoire et tout ça. Même quand j'étais en classe comme ça, et que le professeur, je sais pas quand on fait les cours, et puis le professeur il fait les petits bérets, commence à raconter leur vie, tourner, laisser le coup et puis on tourne. Puis il m'a raconté le truc et ça m'a inspiré automatiquement. J'avais ma voisine, sa fille, si tu passes par là. J'avais ma voisine, sa fille, je prenais, si j'ai son cahier devant moi, j'ai un bloc parce que j'ai quelque chose, automatiquement il fallait que j'écrive pour ne pas oublier genre le titre ou le thème de ce qui me vient en tête en fait. Donc non, j'ai pas vraiment de rituel. Ça peut être ce que j'entends, ce que je vois, ce que je pense. Et dès que ça m'arrive, je note soit dans mon téléphone, ou dans mes notes, dans mes mails, et puis après je développe l'idée. Mais j'ai pas vraiment de rituel en tant que tel. D'accord. Donc, est-ce que tu as peut-être un objet fétiche qui te relie à ton écriture, ou bien est-ce qu'il y a une situation bien particulière que tu gardes en cœur qui te relie à ton écriture? Si c'est un objet fétiche, mon téléphone, hein, parce que quand je zappe sur Internet ou bien quand je vois une scène dans la rue, par exemple le livre, la nouvelle de Lily là, c'est une scène que j'ai vécue dans un taxi. C'était une vendeuse d'eau avec un chauffeur de Warren. Et c'est quand j'ai vu la scène que j'ai écrit lui là. Donc vraiment, objet fétiche sur mon téléphone, dans une situation, j'en ai pas vraiment pas de match. D'accord. Est-ce que tu as déjà rencontré quelqu'un quand tu fais tes dédicaces, est-ce qu'il y a une personne en particulier qui t'a marqué par rapport à ton écriture? Ils sont plusieurs. Moi, c'est les moments où les tontons, quand ils me voient et qu'ils sont contents, comme si j'étais leur enfant, tu fais ça, moi, c'est vrai que ma fille fasse ça. Ça me jette en fait. Ça me jette parce que je leur dis, je réponds, mais ça peut ne pas être la passion de ton enfant, mais juste encourage-la comme
moi, ma maman m'encourage parce que j'envoie mes dédicaces à mes événements. Ma maman est juste à côté. Donc, je leur dis, si tu veux une fille comme moi, soit un parent comme ma maman. Si ta fille veut chanter, encourage-la dans la chanson. Si elle veut dessiner, encourage-la dans le dessin. Si elle veut peindre, encourage-la dans la peinture et tout. Mais faut pas forcément dire, je veux qu'elle soit comme toi. Parce que ça, c'est des comparaisons qui peuvent blesser. Et il y a une dame, même une fois, je l'ai croisée à la boîte. Moi, ça m'étonne quand elle voit les tatas. Parce que je me dis, là, c'est les jeunes qui me suivent, mais les parents, là, franchement, ça m'étonne. Et la tata, on s'est croisés dans le rang du guichet. Non, la dame, elle me regardait. Donc, je me dis, peut-être c'est la maman d'une amie, mais je sais pas. Elle me dit, non, c'est faux, Ozoa. Je dis, oui, ah, mais je vous suis sur Internet, sur Instagram. Et là, je cherche le nom, et puis je lui dis, mais c'est une dame qui interagit beaucoup avec mes posts sur Instagram. Je t'attends sur Instagram. Elle dit, oui, que je suis des jeunes très, très précis sur les réseaux pour montrer à mes enfants et tout. Je dis, ah, merci beaucoup. Ça m'a touché, en tout cas, cette dame. J'ai oublié son nom, mais ça m'a touché, par contre. D'accord. Est-ce que ton écriture elle est faite pour dénoncer, pour réparer ou pour éveiller? Je dirais les trois. Hein. Je dirais les trois parce que je dirais les trois. Il y a certains textes où tu vas voir que je crie un peu sur les gens. Il y a d'autres textes où tu vas voir que je viens peut-être calmer un peu les cœurs. Par exemple, la nouvelle de 21 nuances d'amour sur la trisomie. J'ai des parents qui m'ont écrit après pour me dire merci d'en avoir parlé. Merci d'expliquer ce qu'on vit de façon cachée. Donc, je pense que ça les a apaisés. Il y a d'autres aussi qui vont peut-être trouver que c'est pour réveiller certains sujets. Quand je prends les fertilités masculines, figurons qu'il y a des dames qui m'ont dit qu'elles ne savaient pas que le mari pouvait être quand même. Après, je veux comprendre que j'ai un niveau d'information, mais quand même. Donc, c'est un peu ça. Il y en a aussi, il y a des on va pas trop trahir les secrets, mais en tout cas, il y a un tonton qui a baissé qui m'a dit qu'effectivement, certains de ses patients lui demandent de dire que non, eux n'ont pas de problème, en temps ils en ont. Voilà. Donc, quelque part, je vais plus les gens, je vais pas aimer ça dépend. Je voulais poser une question sur la nouvelle sur la trisomie 21. Pourquoi est-ce qu'il a été important pour toi de mettre en avant cet handicap en fait dans Cet handicap, d'accord. Il faut dire que je suis beaucoup touchée par les handicaps. Okay. Surtout quand ça touche les enfants parce que on n'en parle pas forcément assez et puis on ne développe pas assez, même si c'est tabou. Et il faut savoir que j'ai une association Génération Dorée où il nous arrive souvent de faire des dons dans certaines structures type comme ça. Et on est parti une fois à Aria, la page blanche, l'école pour les enfants avec des handicaps moteurs, psychomoteurs et tout. Et j'ai vu des petits enfants trisomiques, des petits enfants handicapés. Ils sont pas moi en fait. Je sais pas pourquoi est-ce qu'on les cache. Et quand j'ai parlé avec le directeur du temps, je sais pas si c'était toujours le même, en tout cas avec le monsieur, il expliquait que souvent il y a des parents qui vont cacher leurs enfants. C'est-à-dire juste parce qu'il est trisomique, on le cache dans la maison, on fait pour pas qu'il fasse des cris, soi-disant il est agressif. Alors que c'est vrai que ce sont les handicaps, mais je pense qu'une fois que c'est maîtrisé, on arrive à quand même tirer un bon potentiel. Quand tu regardes les documentaires sur Internet, à la télé, des pays européens, tu vois que les trisomiques sont bien insérés dans la société. Une fois qu'ils sont bien encadrés, peut-être à l'école ou bien dans les structures type, ils arrivent quand même à être autonomes. Donc je vois pas pourquoi est-ce qu'on va faire comme si il y a mort d'homme en fait. Et il y avait un petit dans mon ancien quartier, à Faya, là, et il est trisomique aussi. C'était un de nos petits du quartier. Genre, il venait à la maison, il causait avec nous en s'amusant, les taquinait. Donc, c'est vrai que, c'est ça que j'ai appelé le petit. Et si je me trompe pas, c'est pour lui, en fait. C'était surtout pour lui faire un petit coucou et puis, pour dire qu'ils sont comme nous, c'est tout. On pas dramatiser. D'accord. Maintenant, parlons de la nouvelle sur, je crois, la prostitution. Oui, c'est ça. La nouvelle sur la prostitution. Est-ce que, à travers le regard que tu as posé sur eux dans la nouvelle, tu nous demandes de ne pas les juger. Et pourquoi tu lui demandes de ne pas les juger? Puisque il peut arriver, je sais que certaines personnes vont se poser la question, tout le monde souffre d'une certaine façon. Il y en a d'autres même qui souffrent peut-être que ces personnes-là, mais qui ont décidé quand même de chercher toujours à sortir sans partir forcément par ce vice-là. Donc, est-ce que ta nouvelle, c'est de nous demander de ne pas les juger? Si oui, pourquoi?
Mais déjà, même de pas les juger parce qu'on n'est pas Dieu. Tout simplement, on n'est pas Dieu. Je pense que dans la Bible, dans le Coran, on nous dit de pas juger nos péchés. Pas parce que leur péché est quand même visible que ça veut dire qu'on est parfait. Donc, de se rappeler ce côté-là. Et puis, c'est vrai qu'il y en a qui ont des problèmes qui se va vers la prostitution, mais je pense que la prostitution, c'est pas quelque chose de plaisant, quoi. Qu'on le veuille ou non, c'est vrai que c'est le plus vieux métier du monde et que c'est un métier facile, mais ça n'a rien de plaisant. Moi, je pense que quand même, si elles en arrivent là, à devoir vendre leur corps, mine de rien, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc, c'est de pouvoir peut-être les aider à sortir de là, plutôt que de tirer sur elles, comme si, elles étaient destinées à ça toute leur vie, en fait. C'est ça que je veux dire. C'est pour ça que j'ai écrit ce petit texte qui m'écrit c'est comme ça qu'on mène la réflexion sur peut-être les pistes de solutions. Oui, qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire la prostitution? Parce que s'il y a des prostituées, c'est parce qu'il y a des clients. Donc, si on veut se focaliser sur celles qui font le métier là, qui sont ceux qui vont chez elles. Donc, tout le monde est coupable. On va pas seulement les accabler. Donc, si elles n'ont plus les clients, on va arrêter de baptiser mon papa. D'accord. Donc là, je vais tirer en fait 3 mots que j'ai ressortis de ton livre et puis tu vas me faire une littérature en fait sur le mot. À quoi est-ce que tu penses? Pourquoi est-ce que tu l'as utilisé? Qu'est-ce que tu voudrais que le lecteur en fait à travers ce mot-là puisse ressentir? Voilà. On va choisir 3 mots et puis tu les vas faire un peu de littérature dessus. L'albinisme. L'albinisme, ça, j'ai tenu à écrire dessus parce que je me rappelle qu'à une période où je sais pas si c'était, on appelait ça kidnapping. En tout cas, il y avait beaucoup d'enfants et de jeunesses qui disparaissaient dans le pays. Bon, faut savoir que je suis pas plus clair que ça. Et à un moment, c'était simple. Il faut qu'on me confonde. Donc, et beaucoup de personnes me demandaient si j'étais albinos. C'est tout, je dis, moi, je suis juste claire. Donc, j'ai tenu à écrire ça par rapport à cette période-là parce que j'étais assez sensible. Moi, je comprends pas comment on peut se lever le matin pour estimer que telle personne m'a rapporté de la richesse, donc on va les prendre pour aller utiliser leurs os. Ça me choquait, en fait. Donc, c'est pas quand j'ai grandi, j'ai dit, non, faut qu'on en parle parce que j'ai pas encore lu le texte qui parle des albinos. Donc, il fallait quand même qu'on en parle et qu'on leur dise à notre façon qu'on est avec vous, mais on vous soutient, pas parce que vous êtes albinos que on va pas vous calculer dans la société, quoi. C'était juste un petit compliment à ces personnes-là et puis leur dire que on les aime, quoi. En tout cas, moi, personnellement, je les aime. D'accord. Donc, le prochain mot, c'est parrainage. Ça, c'est un mot qu'on entend souvent quand on va à des entretiens d'embauche. On te demande qui est ton parrain, qui t'a envoyé. Dans d'autres lieux, on peut appeler ça le pistonnage. C'est-à-dire, quand ça t'arrange, c'est le pistonnage. Mais quand ça t'arrange pas, tu trouves ça un peu discriminatoire. Donc, je voulais enlever cette petite causerie sur le sujet pour savoir dans quel camp se situe, mais je trouve ça un peu dommage que quand tu vois les difficultés de quelqu'un, tu vois peut-être quelqu'un qui te dit qu'il a son diplôme depuis plus de 2 ans, il trime, il n'a pas de travail, et toi la première des choses à dire c'est de lui demander des faveurs sexuelles. C'est un peu déplacé, même pour moi, pour des tontons, bien pour des tontons, parce que ça va dans les 2 sens. C'est un peu limite. Ce que tu n'aimerais pas qu'on fasse à ton enfant, ne le fais pas à d'autres personnes. Ce que tu n'aimerais pas qu'on fasse à un membre de ta famille, ne le fais pas à d'autres. C'est pour ça que je voulais qu'on en parle, parce que c'est quelque chose que j'ai pas vécu ça personnellement, mais quand même j'ai un entourage, j'ai des amis, j'ai des collègues, j'ai un entourage. Bon, j'ai entendu certains témoignages, je me suis dit, vas-y, on en parle. D'accord. Le 3e mot, c'est immigration clandestine. L'immigration clandestine, alors, c'est le côté clandestin avec qui vivait de l'histoire. Parce que un Européen vient s'installer en Afrique, quand il est expat. Oui. Mais si nous on va chez eux là-bas, nous on a un pays. D'accord, on accepte nos reste. Mais c'est la partie où ils vont prendre les voies et moyens assez dangereux. C'est ce côté-là qui est compliqué parce que en 2020, j'étais en Tunisie, j'avais passé en Tunisie et il y avait beaucoup de personnes qui cherchaient à rejoindre la France en passant par la Tunisie. Et je voyais qu'ils étaient prêts à débourser des milliers d'euros pour passer dans des bateaux. Ils n'étaient même pas sûrs d'arriver à destination. Et c'est ça qui m'a un peu choqué en fait. Je me suis dit, mais est-ce que tu gardais peut-être tes 6 000 euros là pour venir faire peut-être un business dans ton pays, ou bien même en Tunisie où tu es, que de donner à quelqu'un qui va te laisser au milieu de l'eau là-bas. Donc c'est pour ça que je tenais à en parler pour dire que c'est pas mauvais de vouloir aller se développer dans un autre pays, mais regarde les personnes dans lesquelles tu vas et regarde ce que tu vas dénoncer pour partir. Est-ce que là-bas tu es sûr que tu auras l'avenir dont tu rêves?
C'est pour ça que j'ai parlé d'immigration de série. Ok, donc merci aux autres d'avoir développé autour de ces trois mots-là. On comprend mieux en fait les différentes thématiques que tu as abordées dans ton livre et ça nous permet de voir la pluralité de ta connaissance en fait parce que généralement dans les recueils de nouvelles là c'est plus ou moins le même thème qui va être développé dans toutes les différentes nouvelles du recueil de nouvelles. Mais ici, en fait, tu as abordé plusieurs thématiques qui te tenaient à cœur et que tu avais bien envie de mettre en avant. Maintenant, pour terminer les questions sur la nouvelle, je terminerai par la dernière nouvelle du grand-père qui échange avec ses petits-enfants. Les gens vont sûrement découvrir ce grand-père-là. Mais est-ce que à la limite, moi, je l'ai trouvé un peu lâche, en fait. Parce que je me suis dit, bon, ta génération, vous avez tout mélangé. Puis tu dis ce que tu dis à tes petits-enfants. Qu'est-ce que toi, tu aimerais que eux ils ressentent, en fait, alors que vous avez déjà tout mélangé? Mais justement, ils ont tout mélangé. C'est l'opportunité pour les barrer pour donc c'est nous les jeunes. On est obligé de tout démasquer. On est obligé de, si on remarque bien, tout ce qui s'est passé avant, notre génération en train de lever le voile dessus et puis d'apporter une réparation du mieux qu'elle peut. Avant, les studios étaient assez développés. Nous, on est venus là montrer que c'est pas possible. Avant, on faisait beaucoup de mariages forcés. On leur a dit que nous, on va pas se laisser forcer la main pour marier quelqu'un qu'on est censé aimer. Donc, franchement, il y a beaucoup de changements qu'on a inventés. Donc, c'est ainsi. Nos enfants me regardent, ça m'a des choses aussi. Mais plus sérieusement, je me dis que c'est quand même un peu dommage. Quand on veut tous aller s'établir ailleurs, mais c'est nous qui sont quitte la Côte d'Ivoire parce qu'on va aller s'installer à Dubaï, en Amérique, en France. Qui va développer la Côte d'Ivoire? C'est ça que j'aimerais enseigner dans un dernier message. Parce que si tu fais attention, j'ai parlé des problèmes de l'Afrique, mais à la fin, avec la dernière nouvelle, j'explique que c'est tout ça, on a tous ces problèmes, c'est notre continent, c'est notre pays, la Côte d'Ivoire, c'est notre pays, l'Afrique, c'est notre continent. Donc, c'est vrai qu'on a tous ces problèmes-là, mais si on les répare pas nous-mêmes, qui va venir le faire pour nous? C'est pour ça que j'ai terminé par cette vidéo. D'accord, je vois. Retourne là. Retourne la famille. On court pratiquement à la fin de notre échange. Ce que j'aimerais savoir, est-ce que on aura du Ozoa série très bientôt? Oui, peut-être même plus bientôt que vous ne le pensez, mais bon, on va voir mon appel, ça va d'avoir suivi. Est-ce que ça serait possible déjà de nous dire plus ou moins ce qu'on pourrait découvrir de cette nouvelle là? Si on vous dit ça en plein chili, mais attendez-vous à ce que Ozoa série va crier sur vous encore, parce que vous la fatiguez. Je pense que le prochain livre pourrait plaire plus aux jeunes, c'est-à-dire à nos petits frères. Ok. À nos petits frères des lycées, des collèges, je dirais. D'accord, c'est bon. Et est-ce que quelque chose a changé de la Ozoa qui est en 2020 à cette Ozoa qui va être en 2026? Oui, quand même, parce que les saisons changent. Les perceptions des choses aussi vont changer. La façon d'écrire va changer. Peut-être qu'elle vous plaira plus, peut-être qu'elle vous plaira moins. D'autres estiment que j'écris avec beaucoup de fou. C'est vraiment pour ça qu'elle me lit. Elle dit non, elle trouve que c'est trop positif, mais moi, au moins, je trouve ça sérieux. Au contraire, j'ai calmé même le jeu. Elle, comme ça, elle estime que c'est un peu trop dur. Il y a d'autres personnes qui vont dire, mais ça, là, tu as dit, c'est, donc, franchement, je pense que chacun aura son compte. Mais moi, j'estime que mon écriture sera un peu plus mature. Un peu plus mature. D'accord. D'accord. Donc, je crois qu'on est pratiquement à la fin de notre échange. Est-ce que tu as des partager? Bah, je te dis merci. Merci pour l'invitation. Merci pour ce bon temps-là. Et tout ce que j'ai envie de dire, c'est que la littérature ivoirienne en pleine essor. Aujourd'hui, on a de nombreux jeunes auteurs que j'invite tous les téléspectateurs et abonnés à encourager, à porter, à suivre. Et puis, comme le veuille ou non, aujourd'hui, il y a beaucoup de méthodes pour lire. C'est-à-dire,
si tu n'aimes pas le livre papier, tu as le livre numérique. Si tu n'aimes pas le livre numérique, tu as le livre audio. Donc aujourd'hui, on n'a plus d'excuses. On n'a plus d'excuses pour dire non, moi je n'aime pas lire. Donc de toute façon, la connaissance se trouve dans les livres. Donc tu es obligé. Si tu veux pas lire les livres de développement personnel, les romans, les poésies, les nouvelles, tu vas forcément lire des livres au travail, lire des livres à l'école. Donc, mieux tu joins l'utile à l'agréable. Et aux auteurs aussi, j'ai envie de dire de vous adapter aux nouvelles réalités. Parce que Internet est devenu la nouvelle vitrine des auteurs. Ça sert à rien de s'asseoir dans les bibliothèques, d'oublier t'apprendre à ce que le lecteur vienne vers toi. Va à la recherche de ton lecteur. Documente tes activités, adapte-toi au nouveau contenu, essaie d'être un peu plus présent sur les événements grands ou petits, fais-toi connaître. Sortons des sentiers battus en fait. Essayons de nous adapter à cette nouvelle ère et puis continuons de lire. Merci beaucoup. Merci. Et merci à tous ceux qui nous ont suivis. On se dit à très bientôt. Merci. Merci.